suis en compagnie de Mme Josée Castonguay, qui est candidate à la mairie pour Lanoraie. Bonjour, Josée. Tu me permets qu'on se dise Josée Daniel? On se rencontre quand même. Vous êtes conseillère déjà, qu'on se rencontre assez régulièrement. Merci d'avoir accepté de venir chez nous. Aujourd'hui, on va parler de vous. On s'est parlé un petit peu avant, mais on va faire un petit récapitulatif. Vous me dites que vous êtes à Lanoraie depuis 2006. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de venir s'installer à Lanoraie? En fait, quand on magasinait pour une maison, on cherchait une maison avec 4 chambres à coucher à l'étage parce qu'on avait déjà 3 enfants à l'époque. On a un 4e qui s'est ajouté maintenant. Mais on a visité plusieurs maisons, puis après plusieurs, je dirais même des années, là, ça a pris presque 2 ans avant de nous établir à Lanoraie. On a eu un courtier immobilier qui nous a présenté une maison dans le rang Saint-François. OK. On est venu la visiter, puis quand on a vu l'environnement, quand on a vu la maison, on savait que c'était ici, à Lanoraie, en fait, qu'on voulait aller s'installer. Donc, c'était un choix songé, réfléchi, partir, on pourrait dire, de Montréal. Partir de Montréal. C'était moins tendance, mais ça commençait un petit peu, mais... C'était vraiment un choix pour la famille. On a vraiment décidé de s'installer à Lanoraie parce qu'on voyait que c'était un milieu qui était vraiment différent, évidemment, de Montréal, plus de verdure. Plus un esprit de communauté? Aussi, mais on ne le connaissait pas encore au départ quand on est arrivé, mais après, on a vu... Honnêtement, il y a une différence. On dirait que les gens sont plus relax. Les gens sont sympathiques, on les croise, il y a des bonjours qui se disent. Je trouve que la municipalité de Lanoraie, c'est vraiment un beau petit village là, où on peut vraiment parler avec les gens. Puis qu'on veut garder, qu'on veut garder avec cet esprit-là. Ouais. On vous parlera tantôt de vos professions, mais vous m'avez dit que dès le départ, vous vous êtes impliqué dans la communauté. Il y a des enfants. Veut pas, si on veut créer des liens, des choses. Mais je pense que l'école ou la garderie, c'est des points d'ancrage hein, quand on devient des nouveaux résidents. Parce qu'on a aussi une petite mentalité, des fois, de campagne, qu'on regarde les étranges, on appelle ça des étranges, on regarde les gens d'un autre œil. Tu sais, là, c'est pas quelqu'un natif. Qu'est-ce qu'il s'en vient faire ici? Vous avez contourné ça. Bien, contourné ça. Vous êtes pas mal approprié. Je me suis intégrée, je pense. C'est ça. Je me suis impliquée beaucoup au CPE, aux Portes du Matin. Donc, j'ai été sur le conseil d'administration. Après ça, je me suis impliquée beaucoup à l'école primaire aussi. Donc, j'ai été sur le conseil d'établissement de l'école primaire. J'ai été présidente pendant plusieurs années du conseil d'établissement. Ça, c'était naturel pour vous? Oui, on dirait que ça venait avec ça. Quand on avait des enfants, bien, j'aimais ça m'impliquer. J'aimais ça aller faire les activités scolaires avec eux. J'aimais ça pouvoir faire du bénévolat dans l'école. Donc, automatiquement, de dire on prend un rôle différent au niveau du conseil d'établissement. C'était vraiment Puis vos enfants, bien, se sont intégrés rapidement quand ils sont enfants. Donc, ils peuvent dire qu'aujourd'hui, ils disent qu'ils viennent de Lanoraie. Là. Bien sûr. Il y en a un qui est né à Lanoraie. Il y en a un qui est né à Lanoraie. Il y a un vrai natif de Lanoraie. Un vrai natif de Lanoraie. Mais tu sais, c'est important là, de montrer qu'on peut apporter quelque chose à une municipalité. Oui, bien, j'ai toujours aimé m'impliquer de différentes façons. J'ai fait du bénévolat beaucoup aussi. Donc, j'ai été sur la politique familiale là, de la municipalité avant même d'être élue au niveau du conseil. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait. Mes enfants ont été bénévoles. Mes enfants ont été bénévoles aussi dans les marchés publics de Lanoraie. Donc, ils ont été bénévoles pour la Maison des jeunes. Ils ont été bénévoles pour quand il y avait eu un échange aussi avec la municipalité pour Lanoraie-Montagrier. Donc, ils ont été bénévoles aussi dans ces dossiers-là. Oui. D'accord. Vous êtes notaire. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené? On va parler aussi que vous avez un petit à côté. On pourrait dire que le coroner, ça me passionne. Mais qu'est-ce qui vous a amené, justement, vous me parlez que vous aviez le choix de faire des études en médecine ou en notariat. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a amené à faire le choix d'être en notariat? Parce qu'il y a eu une certaine période, c'était comme moins à la mode d'être notaire. Aujourd'hui, je pense que la profession a repris sa place. Puis, en termes de conseils et tout, vous avez les mêmes formations que quelqu'un au barreau, là, que vous avez fait votre formation de notaire où? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? En fait, j'ai fait mon bac à l'Université du Québec à Montréal, en droit. Après ça, j'ai été travailler dans un bureau d'avocat pendant quelques temps, puis l'expérience m'intéressait un petit peu moins. Donc, j'ai jamais été faire le barreau complètement, j'avais commencé, mais tout ce qui est plaidoirie, tout ça, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. L'exigence de performance, c'est très important. Dans les bureaux d'avocats, je vous dirais, quand on commence, on est du cheap labor. Là. Quand tu rentres dans les gros bureaux à Montréal, c'est toute une expérience. C'est comme un peu comme comptable. Là. Tu commences à la base, mais tu es, je dirais pas exploité, mais on va quand même dire... c'est une ambiance que moi, j'aimais pas. C'est ça, je comprends. Il y en a qui font très bien leur vie dans ça, puis qui adorent, puis c'est bien correct. Je pense que ça prend un petit peu de tout. Moi, j'aimais moins le litige, je vous dirais. C'est ça.
Donc, quand est venu le temps de repenser la carrière, bien là, j'ai évalué les possibilités. Soit, bien, évidemment, la médecine m'intéressait beaucoup, mais là, on avait déjà des enfants. Je cherchais un travail qui me permettait d'avoir une disponibilité peut-être plus grande pour m'impliquer avec eux, puis avoir un travail qui me permettait d'être à la maison. Donc, le fait d'aller faire ma maîtrise en notariat à l'Université de Montréal, bien, ça me permettait justement d'avoir une carrière qui était intéressante pour moi, mais qui me permettait aussi de jumeler un peu le travail-famille, puis de faire mon horaire. C'était vraiment une priorité, c'était de faire mon horaire. Fait que c'est ça. Finalement, j'ai décidé d'aller faire le notariat à l'Université de Montréal, puis j'ai été assermentée en 2005 comme notaire. OK. Et qu'est-ce que je te peux dire? La profession a beaucoup évolué. Vous me parlez d'ICIGE, mais il y a beaucoup plus d'opportunités. C'est pas juste faire des hypothèques, puis faire des testaments, puis des contrats de mariage. Il y a vraiment d'autres aspects. On parle beaucoup de médiation encore au niveau notariat. Et c'est beaucoup... Il y a beaucoup de volets, hein, cette profession-là. On peut se spécialiser dans toutes sortes de choses quand on est notaire. C'est sûr que moi, j'ai été vers une pratique un peu plus traditionnelle, là. Donc, immobilier, testament, mandat, homologation de mandat, tout ce qui est procédure non contentieuse, en fait, vérification de testament ou autre, mais finalement, qu'il y a des domaines complètement différents pour les notaires. Il y a des notaires dans le non traditionnel qui vont faire des choses complètement différentes qui ne toucheront jamais à l'immobilier. C'est ça. Et parallèlement à ça, vous êtes coroner. Oui. Ça aussi, ça rejoint un peu votre goût de faire de la médecine, faire des choses, mais c'est assez particulier. Là. Normalement, on s'attend que ce soit des médecins. Vous m'avez expliqué un petit peu comment ça fonctionne. En fait, pour être coroner, il faut avoir différentes professions. Donc, quand j'ai été nommée coroner, il fallait être médecin, avocat ou notaire. Par contre, ils ont rajouté d'autres professions, là, exemple infirmier, infirmière, ingénieur ou pharmacien, pharmacienne. Donc, maintenant, c'est possible pour plusieurs personnes d'appliquer sur des concours puis d'être nommé coroner. Il y a un processus de sélection. Mais coroner, ça vient un peu, effectivement, là, jumeler toute la passion là, de tout ce qui est la médecine, là, tout simplement. Parce qu'évidemment, que quand il y a une personne qui décède, bien, nous, on peut faire des analyses. Enfin, on ordonne des analyses toxicologiques, des autopsies, des examens externes, tous les examens qui sont nécessaires pour déterminer la cause, en fait, le probable de décès. C'est vraiment notre mandat de déterminer l'identité de la personne puis la cause probable de décès puis les circonstances. C'est ça. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Votre fonction de coroner, c'est quand c'est des événements, on pourrait dire, tragiques, on pourrait mettre ça, des accidents, des meurtres, des suicides. Est-ce qu'il y a une catégorie d'événements que c'est ça qu'ils vont demander un coroner et comment comment je peux dire ça, comment vous êtes assigné à ces postes-là? C'est quoi? C'est la Cour qui vous assigne ou c'est quoi? En fait, c'est le gouvernement, c'est le ministère des Emplois supérieurs, le secrétariat des Emplois supérieurs qui nous nomme comme coroner. Donc, c'est vraiment au niveau du gouvernement qu'on est nommé. Par contre, c'est vraiment tout ce qui est mort, suspect, obscur, violente, effectivement. Donc, tout ce qui est accident, tout ce qui est suicide, évidemment, tout ce qui est meurtre, homicide, c'est des dossiers qui nous sont assignés. On procède, en fait, par garde. Donc, on a des gardes de 24 heures généralement à faire. Il y a des coroners temps plein, il y en a quelques-uns au Québec. Mais la majorité, je vous dirais qu'on est coroner à temps partiel. Donc, on a tout un premier emploi, puis on est coroner de façon ponctuelle pendant le mois. Donc, on choisit un peu nos disponibilités au niveau des gardes. On choisit si on veut faire 1, 2, 3, 4, 5 gardes par mois. Puis à ce moment-là, on a un territoire. Moi, je suis sur le territoire de la Montérégie. Donc, j'ai un certain secteur que je couvre. Puis si, pendant mon 24 heures, il arrive un événement, soit tragique, violent, accident et autres, ce qu'on a déjà nommé, bien, à ce moment-là, c'est moi qui vais être appelée. Puis là, c'est moi qui aura à discuter avec les enquêteurs, avec tous les intervenants, en fait, pour pouvoir justement déterminer la cause. Donc, ça se pourrait que... Donc, autrement dit, vous avez une cause à la fois ou en Montérégie, comme vous dites, pour avoir 4 événements, vous allez être sur les 4 dossiers. On pourrait avoir 1, 2, 3, 4, 5 événements. Ça dépend tout le temps des journées, effectivement. Puis, est-ce qu'on pourrait résumer que, dans le fond, vous ramassez toutes les preuves, tous les documents, puis vous faites une analyse de ça, puis vous faites il y a souvent des recommandations. Là. Il y a quand même des coronaires, on pourrait dire vedettes, là, mais quand même, il y a des recommandations où il y a vraiment une réponse à la situation, au fait comment je peux dire ça, des événements proposés, là, des choses, que ce soit la police, que ce soit la toxicologie, comme vous dites. C'est un petit peu ça, votre rôle, dans le fond. Bien, en fait, oui, on récupère toutes les informations, que ce soit le rapport d'analyse toxicologique, l'autopsie, le rapport de l'enquêteur sur le dossier. Donc, tous ces documents-là, on doit les lire, on doit faire une analyse, puis on produit un rapport, effectivement, à la fin. Puis dans ce rapport-là, quand c'est possible, de faire une recommandation pour améliorer la situation, pour éviter qu'un décès similaire se reproduise, bien évidemment que c'est important, là. Bien sûr. C'est important. Il y a plusieurs recommandations qui ont été suivies. Oui,
Ça, quand même... Donc, c'est passionnant que donc, vous avez le côté notaire, vous avez le côté coroner. Donc, ça fait une vie remplie. Tu sais, je veux dire, c'est impressionnant. Je trouve ça impressionnant et tout. Votre goût, justement, qu'on parle, je vais vous revenir un petit peu sur coroner, on parle, veut pas, il faut que vous aimiez un peu les fameux CSI qu'on voit, les séries télé ou les romans. Là. Moi, je pense à Cathy Reich, qu'on voit souvent, qui est reconnue parce qu'on sait que c'est une vraie anthropologue judiciaire. C'est quelqu'un qui écrit des romans aussi. Votre goût de faire ça, ça vient de ça aussi un petit peu? C'est sûr qu'il faut aimer ça, évidemment, quand on travaille dans ce milieu-là, parce que c'est quand même pas toujours facile. Il y a des dossiers qui viennent nous chercher plus que d'autres, des décès là, qui sont plus tragiques selon notre expérience ou selon notre famille, selon nos valeurs. Exactement, selon nos valeurs qui sont un peu plus difficiles. Fait que c'est vrai qu'il faut, à la base, évidemment, aimer tout ce qui est suspense, tout ce qui est roman policier ou, tout ce qui est enquête, là, c'est quelque chose qui est important. Est-ce que, je vais poser la question, parce que dans les fameux romans ou les séries, des fois, la fin n'est pas ce qu'on prévoyait au début. Ça vous est arrivé, je ne dirais pas d'avoir une prémisse, mais au bout de la ligne, des situations, que ça autrement dit, peut-être partir, on voit souvent ça, je sens malheureusement, de dire, c'est peut-être un suicide, mais au bout de la ligne, il y avait vraiment... Il y avait un meurtre, exactement. Oui, c'est déjà arrivé. Donc, il y a des cas où, des fois, on pense qu'il va y avoir une cause probable de décès X, puis finalement, c'est complètement autre chose. Puis, autant les intervenants que nous, on est surpris là, du résultat de l'enquête. OK. Et parallèlement, autant notaire que coroner, j'imagine qu'il faut toujours se mettre à jour. Il faut toujours avoir une formation, parce que notaire, je sais que vous avez des formations continues, les lois changent, les règles. J'imagine aussi, en termes de coroner, comprendre les toxicologies, comprendre les choses. Comme notaire, on a un certain nombre d'heures à faire là, aux 2 ans. Comme coroner, on a exactement la même chose. Donc, on a des formations qui doivent être faites. Mais c'est plaisant parce qu'au niveau des coroners, souvent, ils vont offrir des midis. Donc, des petits midi-conférences, des midi-causeries où ils vont nous donner de l'information, nous présenter des sujets. Donc, ça peut être fait sur l'heure du dîner. Fait que ça, c'est vraiment agréable là, de voir qu'il y a plusieurs petites formations comme ça qui peuvent être faites. Là. OK. On parle un petit peu de la famille. Vous dites que votre conjoint était rendu à la retraite. Donc, c'est un bon soutien pour vous. Là. Oui. J'imagine que, tu sais, même si on en a encore, j'imagine que le dernier est peut-être encore d'âge scolaire. Là, comme vous dites, le quatrième... Le dernier, il est majeur. Ah, il est majeur. Mais n'empêche, on reste toujours ma marque. Exactement. C'est veut pas, puis tout ça. Que les 4 enfants demeurent encore dans le coin? Il y en a un qui est à l'ANOREC, qui est pompier à la MRC d'Autrey. Une autre source de stress pour maman, pompier. J'ai une policière aussi dans la famille. Mon Dieu, un monteur de ligne, donc à la recherche d'emploi, parce qu'ils viennent de terminer son cours. Puis j'en ai une qui est encore à l'université à la maîtrise en ergonomie. Donc, les 4 vont avoir... 4 responsabilités quand même. 4 complètement différents, les profils différents, mais effectivement... Je vois encore le côté coroner, pompier, policière et tout. Donc, maman a un petit peu de stress. La policière, elle travaille dans le coin ici? Ou... Tamascouche. Tamascouche. Que veut pas, m'a donné l'actualité, on pourrait dire, que tu regardes puis tu dis qu'est-ce qui se passe. Puis les pompiers, la même chose. Oui, c'est encore pire, je pense. Quand ils vont sur des feux... Puis il y en a plusieurs dans la région. Les pompiers et ça, la MRC. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même des gros événements. À un moment donné, il y a eu un gros accident dernièrement là, avec des pinces de exact. Pour avoir une compétence. Son premier répondant. C'est vraiment des stress de maman. Qui, je peux le confirmer. Je trouve ça. Vous me parlez tantôt, on a parlé de votre implication. Donc, c'est ça qui vous a amené de vous présenter au début comme conseillère, parce que ça fait quand même quelques années que vous êtes au Conseil de l'Honoré. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision-là de « j'ai un petit peu de temps, là. Entre 1 heure et 2 heures l'après-midi, j'ai d'autres choses. J'ai pas grand-chose à faire. Ça me tenterait d'aller au conseil municipal. » C'est des gens qui vous ont aidé, qui vous ont approché? Ou en fait, moi, quand j'étais à l'université, je prenais des cours de politique. Donc, déjà, dans mon bac en droit, je prenais tous les cours optionnels, c'était des cours de politique ou presque. Fait que c'est sûr que la politique m'intéressait à la base, mais je pense qu'en politique municipale, l'avantage, c'est qu'on est quand même proche du citoyen. Fait qu'on peut faire la différence. Fait que quand on se présente en politique municipale, le but, c'est vraiment ça, c'est de faire une différence auprès de notre communauté, auprès de nos citoyens, là, puis des gens avec qui on vit. Fait que c'est un peu ça qui m'a amenée en politique, parce que j'étais déjà impliquée dans toutes sortes de choses. Mais c'est ça. Donc, je trouvais que c'était comme une continuité qui était tout simplement logique là, de me présenter. Ça fait combien d'années vous êtes conseillère déjà? Ça va faire 8 ans. Ça n'empêche qu'il faut que la famille accepte aussi. Oui, c'est sûr. Bien, les enfants ont été élevés dans ça.
Maman, elle avait toujours du temps pour eux, mais elle travaillait souvent le tard, le soir, quand ils étaient couchés. Oui, c'est ça. Pour eux, ils ne l'ont pas vu quand ils étaient plus jeunes. Là, ils s'en rendent compte maintenant. Mais quand ils étaient plus jeunes, ils ne voyaient pas que je travaillais oui, je comprends. à l'extérieur. C'est l'avantage de travailler à la maison. C'est ça, exactement. Vous aviez des sujets, justement, quand vous parlez de coroner, de sécurité. Donc, vous aviez des enjeux aussi que vous connaissiez, puis que vous saviez peut-être des solutions, des idées pour le Manoret. Oui. C'est sûr que là, présentement, à la mairie, ce qu'on aimerait faire, parce qu'il y a des gens qui se sont associés avec moi, puis c'est des super beaux candidates aussi. Donc, on aimerait ça. Puis je pense que j'ai toujours voulu faire une politique qui est un peu différente. J'ai pas la prétention de dire que je suis une politicienne, mais j'aimerais ça faire une politique qui est à l'écoute des gens, une politique dans laquelle on les implique, une politique, dans le fond, où on met un peu leurs priorités. Parce que moi, j'ai beau dire, je veux faire, je sais pas moi, un projet X. Bien, si les citoyens, eux, leur priorité, c'est pas ce projet-là, bien, je pense que des fois, c'est intéressant d'entendre ce qu'ils ont à dire aussi, puis d'y aller justement en priorité. Fait que c'est ça qu'on aimerait faire, de prioriser un peu les besoins, mais selon eux, pas nécessairement selon nous. OK. Je vous dirais pas que la facilité aurait fait que vous dites que vous vous représentez conseillère. Oui, ça aurait été plus simple. Mais non, mettons qu'on dit ça. Le fait de décider de vouloir se présenter comme maire, à part d'être une femme, que ce soit important d'avoir des femmes, d'avoir des gens qui s'impliquent, c'était une décision familiale. C'est justement, c'est une décision vraiment motivée parce que vous dites, je suis rendue là, je veux tenter le coup. Déjà, c'est en 2020, fin 2020, début 2021, là, avant les élections de 2021, je pensais déjà me présenter comme mairesse. Par contre, à ce moment-là, je venais d'être nommée coroner, puis là, je ne voulais pas avoir deux nouvelles fonctions en même temps. Donc, je voulais vraiment me concentrer sur... Vous avez établi votre... Exactement. Donc, vraiment, tu sais, savoir exactement qu'est-ce que c'est qu'être coroner. Donc, vraiment développer les compétences nécessaires pour bien remplir ce rôle-là. Puis après ça, bien, je me suis dit, après, on verra pour la mairie. Puis à l'époque, M. Lemieux... oui, on se souvient, M. Lemieux, oui. Exactement, m'avait approché en me disant, Josée, si tu te présentes à la mairie, je vais probablement, tu sais, m'affilier à toi, mais... Si je vais me désister, ça sera moi. Exactement. Vas-y. Par contre, si tu ne veux pas te présenter à la mairie pour X raisons, dont le fait que j'étais nommée coroner, lui, il voulait le faire. Donc, à ce moment-là, avec l'aide de M. Jean, bien, on avait discuté, puis on avait décidé là, que c'était lui qui tentait sa chance là, à la mairie en 2021. Ça n'a pas fonctionné de quelques votes. Là. Ça a été quand même assez serré. C'était très serré, oui. Donc, moi, j'avais été élue avec M. Boisjoli, donc, dans notre équipe là, comme conseiller. Fait qu'on a travaillé pendant 4 ans avec l'administration qui avait été... puis les élus qui avaient été mis en place là, à ce moment-là. Donc, vous avez continué de voir comment fonctionnait l'appareil municipal. Vous connaissez aussi, on pourrait dire, les règles, les règles et tout. Et là, le saut, oui, c'est moi qui y va cette fois-ci. C'est ça. Là, c'était mon tour. C'était votre tour. C'était réfléchi, comme vous dites, votre famille, votre conjoint et tout. Mais mon conjoint m'a toujours supporté dans toutes mes décisions depuis le début. Ça a été vraiment agréable. Tu sais, quand j'ai décidé de retourner à l'université, faire le notariat, il était d'accord. Il m'a supporté là-dedans. Il a supporté les charges de la famille aussi, parce qu'évidemment, quand on retourne à l'école, on n'a plus de salaire. Oui. Donc, non, il a toujours été derrière. Même maintenant, tu sais, il m'aide à préparer mes petits dépliants. Il s'implique là, à sa façon. Donc, non, honnêtement, c'est un bon partner. Un bon partenaire. Mais c'est important là, d'avoir... Bien, évidemment. Si je n'avais pas eu le support de mon chum dans tout ça ou de mes enfants qui sont derrière et qui disent « Vas-y, maman, t'es capable », c'est sûr que ça aurait peut-être été différent. Qu'est-ce que vous aimez de plus de la politique ou vous aimez de moins? Les chicanes, non, mais c'est parce que vous me dites que vous avez toujours fait des choses en politique, donc vous avez toujours été, on pourrait dire, allumé face aux décisions, aux choses, parce que les cours de politique, on parle beaucoup aussi d'orientation, plein de choses. Bien, c'est sûr que la politique, ce que je préfère, c'est vraiment ce que je vous disais. Donc, tu sais, de pouvoir travailler pour le citoyen en collaboration avec lui, ça, c'est ce que moi, je pense qui est le plus agréable dans tout ça. Ce que j'aime un peu moins, c'est vraiment, évidemment, le litige. Moi, comme je vous dis, le notariat, c'est vraiment justement parce qu'on n'est pas dans le litige que j'ai choisi cette option-là. Fait que tout ce qui est conflit, tout ce qui est mésentente, tout ce qui est... la politique un peu déplacée, pour rester dans le politically correct, comme on pourrait dire. Ça, j'aime un peu moins. T'sais, les gens qui se permettent de critiquer sans avoir vraiment... L'opportunité, je t'ai dire, en politique, souvent, qu'est-ce qu'on reproche aux politiciens, c'est d'avoir l'opportunité de présenter des politiques ou des choses, d'être opportuniste. Là. De dire, on s'en va là parce que ça va être bon pour moi, mais comme vous parlez peut-être vers ça, mais ce je pense qu'en citoyen... politique, il ne faudrait pas penser à ce qui est bon pour moi, mais penser à ce qui est bon pour les élus, pas les élus, mais pardon, pour les citoyens.
citoyen. Là. Donc, l'élu devrait penser justement en termes de citoyen, pas en termes de c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes attentes, c'est quoi que je veux comme étant mairesse. Je vais prendre cette position-là parce que ça va faire plaisir, c'est populiste, c'est ça. Je pense qu'il faut prendre des décisions en politique qui sont pour l'ensemble de la population et non pour un petit groupe en particulier. Mais je comprends qu'il y en a qui le font. Mais moi, je ne veux pas faire ce genre de politique. Non, je veux faire une politique qui est vraiment inclusive puis qui permet vraiment à tout le monde de s'exprimer. C'est la même chose pour les candidats. On est une équipe de candidats indépendants parce que je veux vraiment que ces gens-là sachent qu'ils ont une place pour s'exprimer, que leurs idées vont être écoutées, puis qu'ensemble, on va prendre une décision. On ne va pas y aller avec juste une directive parce que c'est la directive du parti. Oui, c'est ça. Mais je comprends que vous dites qu'ils sont indépendants, mais ils se présentent comme vous appuyant. Oui, exactement. C'est ça, parce que je veux dire, c'est parce qu'il faut faire attention, tu sais, en termes, parce que quand on regarde justement les candidatures, il n'y a pas d'équipe castonguée, il n'y a pas rien, mais les gens se promènent en disant, si vous élisez, moi, j'appuie les propositions de Josée. Là. On a discuté ensemble, on a des valeurs qui se ressemblent, on a des objectifs ensemble. On a décidé, évidemment, comme je vous disais, qu'on voulait consulter la population. On a un petit sondage, d'ailleurs, en ligne sur notre super site Internet présentement, qui ont fait là, les gens à l'interne. Là. Donc, c'est nos candidates, là, puis nos candidats qui ont travaillé, bien, surtout nos candidates qui ont travaillé fort là-dessus, là, pour faire un super de beau site Internet. Fait que oui, c'est vraiment une collaboration. On cherche vraiment à travailler tout le monde ensemble. Là. Par contre, il y aura peut-être des sujets discordants. Bien sûr. C'est ça, là. Bien sûr. On n'est pas toujours d'accord. Mais il faut être capable d'écouter, dans le fond, la position de l'autre. Puis des fois, l'autre a raison aussi. Fait qu'il faut être capable d'admettre que c'est l'autre qui a raison, puis d'aller dans sa direction aussi. OK. On va bifurquer un petit peu, parler encore de vous, dans le sens, à part d'être notaire, d'être coroner, d'avoir une famille, d'être au conseil, avez-vous le temps de faire d'autres choses? On parlait de voyage tantôt. Oui, c'est sûr que chez nous, c'est une passion, les voyages, là. Donc, puis on a donné cette passion-là à plusieurs de nos enfants, là, et je pense qu'ils aiment tous voyager, là, parce qu'on les a emmenés dès qu'ils étaient jeunes. Là, on faisait des choix. Des fois, on leur proposait, exemple, à Noël, est-ce que vous aimeriez mieux avoir une nouvelle télévision avec des jeux vidéo, exemple? Oui. Puis là, ou aller voyager, puis c'est toujours le voyage qui nous portait, là. Ça vous a ouvert aussi sur des pays, je veux dire, de la façon... Il y a toujours un peu de situation politique, si on ramène tout. Le choix a été fait en fonction de vos goûts, en fonction de découvrir des nouvelles choses. On a fait beaucoup de voyages, on a fait des endroits un peu inusités. Mais je pense qu'à chaque fois, c'est vraiment pouvoir aller découvrir ailleurs, les coutumes, la culture. Ce qui fonde bien aussi, honnêtement, c'est le fun de pouvoir aller voir ailleurs. On a fait l'année dernière, mon conjoint et moi, l'Ouest canadien. Oui. Puis, ils ont énormément d'endroits de verdure, de pistes cyclables. De façon de vivre. Exactement. Au-delà du pétrole, au-delà de plein de choses. Oui, qu'on pense que c'est que ça. Que c'est seulement ça, ou leur vision. Souvent, en allant à la rencontre des gens, on découvre des personnes, des gens, ou des façons de penser, ou des... Puis aussi, on voit un peu aussi ce qui est bon ailleurs, qu'on pourrait peut-être essayer de ramener chez nous. Fait que d'aller voir les bons coups, ça fait vraiment une différence. Fait que ça fait une vision un peu plus globale. Je pense qu'on est capable. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de voyager. Je sais qu'on est privilégié. Oui, mais c'est des choix. Oui, exactement. Faut quand même le dire sur des choix. Vous faites peut-être moins de VR, de motoneige, de 4 roues, des choses comme ça. Vous, votre passion, c'est les voyages. Fait que, comme je vous dis, on a été vraiment... on en a fait plusieurs. Là. On a visité plusieurs pays dans le monde. Puis, effectivement, c'est vraiment toujours de pouvoir voir un petit peu... Puis, comment les gens vivent ailleurs aussi. On a fait le Vietnam avec les enfants il y a quelques années. Ouais. Puis, le premier endroit où on est allé dormir, c'était un endroit où les matelas étaient tellement durs. On n'était pas habitués à ça, mais ils nous ont expliqué qu'eux, dans cet endroit-là, ils dormaient sur les sols qui sont en bois. C'est sûr que pour eux, c'était... Puis c'est très différent de chez nous. Nous, on aime le confort, le moelleux et tout ça. Fait que vraiment de voir ailleurs comment ça se passe, c'est toujours... De s'apercevoir quand on vient qu'on est privilégié aussi. Bien, on est privilégié, certains. Au Québec, on est privilégié. Je pense qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, même en Europe, partout, on revient chez nous, puis on regarde, puis on nous dit, on se rend pas compte quand on est dedans, qu'on est chanceux, privilégié, pas de guerre. Au niveau de l'éducation aussi, on est privilégié au niveau de toutes sortes de choses. Il y a des endroits dans le monde où les filles peuvent pas, les jeunes filles peuvent pas fréquenter les écoles comme ici. Nous, les écoles, c'est ouvert...
il y en a énormément des jeunes filles qui vont à l'université aujourd'hui puis qui font des métiers non traditionnels. Puis, donc, je pense qu'on a une super de belle communauté. Puis je regarde, j'imagine que l'histoire vous touche. On a découvert avec la Maison des Cageux à Lanauret qu'il y avait toute une histoire qu'on avait... pour avoir visité, on a appris que Lanauret, puis tout ça, c'était un point de rencontre important. On savait qu'il y avait eu l'histoire avec les Brébeuf et tout. Là, mais c'est une ville chargée d'histoire. C'est une ville importante. Là, on a la belle société d'histoire aussi, Lanauret, qui travaille fort justement pour montrer l'histoire de Lanauret, effectivement. Oui. C'est déjà. Vous avez fait votre 8 ans de conseiller. De quoi qui vous rend plus fier de vos 8 ans? Quelle réalisation? Y a-t-il quelque chose? Le jeu d'eau, je vous dirais. Pardon? Le jeu d'eau. Le jeu d'eau, oui. Le jeu d'eau, ça fait longtemps que... Malgré un petit peu là, les commentaires que j'ai vus dans les 2 jours qui détruisent quelque chose ou quoi? Je pense qu'il y a eu une mauvaise information où les gens ont peut-être mal compris. C'est difficile, hein, ça. Oui, je pense que les gens ont mal compris le projet. C'est sûr qu'on doit retirer temporairement les modules de jeu qui sont là pour pouvoir justement installer le jeu d'eau puis tout ce qui va s'en suivre. Fait que le terrain va être réaménagé. Je pense que l'information a mal passé puis c'était pas nécessairement de détruire ou d'enlever quelque chose. Le but, c'est vraiment d'ajouter. D'ajouter. C'est ça. Puis, tu sais, les jeux d'eau, ça fait longtemps qu'on travaillait là-dessus. C'est bon, mais c'est difficile. C'est ça, moi, je vous dirais, je vais vous en revenir dans ça. Tu sais, en politique municipale, tout maintenant, les décrets, les règles à suivre et tout, ça devient lourd. C'est long. C'est long. C'est ça qui est peut-être frustrant des fois, là. Quand je suis arrivée en politique, les premières années, bien, donc la première année, j'ai vécu un petit peu pas de frustration, mais j'étais un peu désillusionnée. Parce que, justement, on arrive là avec plein de belles intentions. Ça va régler, on est entrepreneur. Tu sais, quand vous êtes notaire, vous faites... entre la demande de contrat et la signature d'hypothèque... C'est ça. Il y a un délai qu'on connaît. Un délai qu'on connaît, oui. C'est ça. Tandis qu'au municipal, puis c'est la même chose au provincial ou au fédéral, là, il y a des délais qu'on sous-estime, en fait. On ne sait pas comment ça peut être long au niveau de la procédure. Puis on l'apprend quand on est là. Ça devient une source de frustration? Bien, un petit peu quand même, c'est sûr. Parce qu'on aimerait ça que ça se réalise plus rapidement, autant pour nos citoyens que... Bien, c'est ça, la pression par à côté. Exactement. Là. Mais je pense qu'il faut l'expliquer. Puis je pense que nos citoyens comprennent aussi quand on l'explique puis qu'ils se rendent compte que c'est pas parce que c'est une mauvaise volonté, mais c'est parce que c'est vraiment les procédures qui sont faites comme ça. Donc, mais pour le jeu d'eau, pour en revenir au jeu d'eau, c'est sûr que moi, c'est un projet sur lequel je travaillais longtemps. Même que les élus savaient très bien autour de la table que quand il était question de jeu d'eau, c'est moi qui proposais. C'était rendu... c'est déjà automatique. Oui, malheureusement, je n'étais pas là au dernier congrès. Bien, c'est fait. En principe, c'était fait. À l'extérieur, mais ça a été... Là, au fond, on a accepté là, la soumission là, du soumissionnaire. Donc, le contrat est donné. Puis, ça devrait être fait au printemps. Là. Fait que ça, c'est vraiment... Pour moi, en tout cas, c'est comme une réalisation là, qui est enfin là, qui va avoir lieu. Là. C'est ça. Puis Lanauret a quand même une belle situation financière. Vous êtes privilégié. Oui. Il y a des bons surplus. Ça permet de donner des... C'était bien géré. Vous avez une très belle équipe de gestion aussi. M. Maheu, qui travaille très fort. Madame Beauparlant. Oui. Je pense qu'ils sont quand même rigoureux. Effectivement. Honnêtement, on est chanceux de ce côté-là. Là. La municipalité est vraiment en bonne main là, au niveau du personnel à l'intérieur. Ouais. Entre votre premier mandat et le mandat qu'on termine, est-ce que votre vision de Lanauret a changé? Est-ce que vous pensez... Comment vous voyez Lanauret dans 4 ans? Sous votre gouverne ou quoi? Là, c'est quoi vous dites quand vous rencontrez les gens? Moi, je vois... Oui, être à l'écoute des citoyens, ça, mais... c'est sûr, mais j'aime beaucoup l'art. J'aime beaucoup les sculptures, j'aime beaucoup la couleur. Fait que je pense j'aimerais ça avoir un Lanauret un peu plus coloré. C'est d'avoir des... C'est des vestiges de vos voyages. Probablement. Parce que quand on va en Europe, on voit beaucoup... C'est épouvantablement beau. Pas seulement ça, l'art public est très présent. Oui, il y en a beaucoup. J'ai fait Bali. Bali, il y a de l'art à tous les coins de rue. C'est vraiment, il y a des sculptures, il y a toutes sortes de choses vraiment super belles à regarder. Donc, oui, c'est sûr que ça vient un peu de là, mais je pense que quand notre environnement est beau, ça rend de bonne humeur. Est-ce que c'est sujet à moins de vandalisme, vous pensez? Bien, moi, j'avais une idée à un moment donné. Je connais une artiste peintre que je vais nommer, là, qui s'appelle Ki, donc qui fait avec différentes municipalités des super beaux projets. Puis là, je nomme celle-là, mais il y en a d'autres aussi, là, je ne vais pas limiter, mais cette personne-là fait des super beaux projets
de murales, de graffitis, exemple, avec les jeunes. Puis j'ai l'impression que quand on leur donne un endroit pour s'exprimer, bien, ils vont peut-être être moins portés justement d'aller faire du vandalisme ailleurs. Fait que ça, ce serait peut-être quelque chose que j'aimerais éventuellement proposer à nos citoyens, de dire est-ce que ce serait quelque chose qui vous intéresserait de mettre un endroit où les jeunes peuvent aller faire une murale de graffitis, c'est quelque chose de beau, évidemment, avec des belles couleurs. Participation. Exactement, participation avec nos jeunes de la Maison des jeunes. Puis à la limite, les tout-petits aussi, pour avoir un coin sur cette murale-là, pour aller mettre leur touche, puis Exactement. Fait que ça, ce serait quelque chose qui serait peut-être agréable. Puis oui, je pense que si on fait ça, bien, l'année d'après, les jeunes pourraient revenir refaire une murale par-dessus. T'sais. Donc, ça peut peut-être des fois les encourager aussi. Quand le milieu il est beau, bien, peut-être qu'on est moins porté à le détruire. OK. Puis vous voulez avoir un milieu qui soit encore, je ne veux pas dire petit, mais je veux dire, tu sais, pas une expansion. Tu sais, pas garder l'aspect villageois, là, garder l'aspect village, pas... C'est vraiment une préoccupation, je pense, de beaucoup de citoyens. Puis ça vient autant des nouveaux que des anciens qui sont à la Noret. Donc, c'est sûr qu'il y a un développement minimal, je pense, à faire. Il faut le faire dans le respect de la municipalité, dans le respect aussi de l'histoire de la municipalité. Mais nos nouveaux arrivants ne seraient pas là si on n'avait pas développé. Ouais. Donc, tu sais, il faut le faire, je pense, de façon équilibrée. Puis nos nouveaux arrivants, c'est la même chose. Ils disent qu'on choisit la Noret parce que c'est un milieu qui est petit, parce que c'est un endroit qui est agréable à vivre, parce que c'est calme. À l'échelle humaine, peut-être. Exactement. Fait que, tu sais, je pense que de ce côté-là, il faut permettre un petit peu le développement sur les terres qui, de toute façon, sont construisibles. Fait qu'on ne peut pas l'empêcher. Mais je pense qu'on peut le contrôler puis... L'encadrer. L'encadrer, effectivement, avec les promoteurs puis les constructeurs, là. Oui, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Donc, on va continuer avec une autre entrevue qui va parler justement de vos aspirations politiques, de votre vision, de ce que vous avez proposé aux citoyens. Mais merci beaucoup. Merci. On vous a découvert. C'est très bien, c'est passionnant. Merci. C'est gentil.